Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. 5 anciens ministres accusés de détournement, de graves présomptions de prévarication pèsent sur 5 anciens ministres de l'ex-président sénégalais Macky Sall. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi 17 avril le procureur général après la cour d'appel de Dakar. Il a toutefois n'a pas plutôt relevé l'identité de ces 5 ministres, mais il a rappelé qu'il revenait donc à l'Assemblée nationale, qu'il a transmis plutôt le dossier à l'Assemblée nationale, et il revenait donc à l'Assemblée de décider ou non de déclencher des poursuites à l'encontre de ces ministres devant la haute cour de justice. Et donc il dit qu'il s'agit d'une procédure vraiment exceptionnelle. Tous les ministres ont agi et commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions et sont justifiables devant cette haute cour. Nous en parlons avec nos invités. Le camp Macky Sall n'en a pas fini avec des problèmes justement après avoir quitté le pouvoir. Nous en parlons tout à l'heure avec vous. Mais bien avant, Sana, vous aviez quelque chose à ajouter sur le sujet de cette dénonciation des États-Unis par rapport à l'implication du Rwanda dans la guerre en RDC. Oui, tantôt Adam parlait de l'implication du Qatar dans la résolution du conflit, où tout le monde a été surpris que les deux chefs d'État, y compris le président Tshisekedi et le président Kagame, ils se sont trouvés en tête à tête pendant 43 minutes, nous dit-on, et où ils ont conclu, n'est-ce pas, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et donc, dans ce contexte, il fallait quand même ne pas se surprendre, ou bien ne pas se laisser surprendre par cette manière avec laquelle le Qatar a su réunir ces deux interlocuteurs clés dans le conflit. Et ce qui est justifié d'ailleurs par le fait qu'en réalité, le Qatar a aussi bien des intérêts économiques en RDC, où la société Primera Gold exploite l'or au Kivu. Ensuite, le Qatar toujours investi énormément dans la construction d'un aéroport, de l'aéroport international au Rwanda. Donc, en réalité, si vous voyez ces puissances s'impliquer dedans, c'est parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et c'est ce rôle-là que vient jouer aujourd'hui les États-Unis en s'affirmant clairement, parce qu'aujourd'hui, ils ont des intérêts à défendre conformément ou bien en vertu du deal minier qu'ils ont conclu avec Tshisekedi pour obtenir, n'est-ce pas, des minerais rares, etc. Alors, je reste toujours avec vous. Vous parlez du Sénégal, comme je le disais. 5 ministres sous le régime de Macky Sall pourraient être poursuivis pour détournement de fonds publics. Il revient à l'Assemblée nationale de décider ou non de cela, et que la procédure sera lancée devant une haute cour de justice. C'est ce qu'a annoncé le procureur général ce jeudi 17 avril. Non, en réalité, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses pas vraiment clairs qui se sont passés un peu dans tous les pays dans cette affaire de gestion des fonds qui ont été alloués pour combattre la COVID-19. Et nous avons compris que au nom de l'urgence, au nom de l'humain, il y a beaucoup de procédures auxquelles il a été fait entorse pour aller plus vite. Mais cela n'empêche pas qu'il fallait se questionner si ces entorses qui ont été faites ont entraîné de l'enrichissement illicite de la part de personnes qui avaient en main la gestion de ces fonds-là. Et naturellement, le principe qui veut que tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence voudrait qu'on laisse ces ministres-là comparaître pour défendre eux aussi leur position. Aujourd'hui, c'est vrai que la Cour des comptes a essayé de baliser un chemin. Ils ont mené leur investigation. Ils ont trouvé qu'il y avait 5 ministres de Macky Sall à qui ils
il pourrait reprocher un certain nombre de choses. Mais on va attendre que si jamais poursuite, il y a si jamais, comment on appelle, convocation il y a devant la justice, qu'il puisse s'exprimer, s'expliquer et nous édifier. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et si, pendant que tout le monde tirait le diable par la queue, certains hauts responsables, certains hauts commis d'État se sont enrichis de manière illicite, il va falloir qu'ils répondent sereinement devant les institutions compétentes. Et ce serait quand même dangereux qu'on voit en cela une chasse aux sorcières ou bien un règlement de compte. C'est tout simplement la justice qui va faire son travail et nous tous, nous souhaiterons que ce procès ait lieu, un procès équitable qui respecte les droits de ces 5 ministres-là et que le débat puisse édifier le public pour savoir si oui ou non il y a eu détournement, il y a eu enrichissement illicite. Merci beaucoup à vous, Sana Boyel. Alors, Adam Adjronou, 5 ministres sont accusés de détournement de fonds publics au Sénégal, des fonds liés à la gestion de la crise Covid. Une déclaration du procureur général, il revient à l'Assemblée de déclencher la procédure de poursuite officielle devant la Haute Cour de justice. Vous savez, je pense que c'est une question qui n'a pas fini d'écrire, en tout cas son histoire. Sana le disait tantôt, lorsque nous prenons, tous les pays ont connu pratiquement le même problème, les uns plus que les autres. Et pour certains, et surtout lorsque nous prenons le cas sénégalais, où les nouvelles autorités veulent faire prévaloir la bonne gouvernance, et je pense que cette pédagogie doit commencer par des actes forts. Et justement, en parlant du fait qu'il appartient à l'Assemblée nationale de pouvoir juger de l'opportunité, de pouvoir faire comparer, de juger sa mise en cause, je pense que cela n'a rien d'étonnant, c'est juste une formalité. Nous savons que l'Assemblée au niveau du Sénégal est quasi dominée par le PASTEF. Donc je pense que ce qui est imminent, au lieu de mettre ça encore au conditionnel, c'est que ces ministres-là seront bien évidemment jugés. Mais surtout lorsque nous prenons au nom de cette célérité, au nom de l'urgence qui prévalait par le passé, il fallait donc aller vite. Et justement, moi, je mets toujours un bémol lorsque cette question est abordée. Puisque entre-temps, on devait donc donner plus la solution que le formalisme qu'on connaît habituellement en ce qui concerne donc les formalités liées à la passation des marchés, etc. Ce qui a fait que lorsque nous prenons certains pays, en réalité aujourd'hui, ceux qui sont responsables de ces détournements qu'on nous cite, notamment les ministres pour la plupart et certains même spécialistes dans certains pays, pour certains, évidemment, ils n'ont jamais vu l'argent, mais justement, parce que cette célérité, on fait qu'on affectait, il fallait donc, comme je l'ai dit tantôt, apporter la solution aux gens qui mouraient pas devant nous, et justement pour certains, d'ailleurs même, le danger n'était pas aussi à leur porte, mais au regard de ce qu'on a connu dans d'autres pays, on craignait en réalité ce danger-là, donc on sortait l'argent, il fallait signer les chèques, etc. Mais aujourd'hui, c'est devant le fait accompli que ces ministres-là se retrouvent. Mais il n'en demeure pas moins, je ne leur trouve pas de toutes les façons des excuses, liées au fait que vous avez des techniciens, vous avez des collaborateurs, ou même si la célérité imposait qu'on puisse donc aller en faisant entorse aux dispositions légales, il y a lieu quand même de mettre à contribution les terres, ne serait-ce qu'on puisse avoir la traçabilité donc de l'argent affecté. Et justement, la Cour des comptes a fait donc des audits partout dans tous les pays. Et des ministres ont eu, si nous prenons le cas togolais, les ministres ont eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer devant l'Assemblée sur ces questions-là en disant en réalité ce qui a prévalu à ce qu'on en arrive là. Mais justement, aujourd'hui, s'il faudrait quand même refaire les comptes, c'est normal, puisque pour la postérité, il faudrait quand même qu'on se dise que voilà, l'humanisme de l'homme doit en tout cas prévaloir pour que demain, parce que nous sommes dans un monde où d'autres crises peuvent ressurgir, pour tirer exemple de ce qu'on a connu avec la Covid, pour que demain on ne puisse pas en arriver au même résultat que nous connaissons aujourd'hui. Donc, grosso modo, je pense que ce qu'est en train de faire aujourd'hui les nouvelles autorités au niveau du Sénégal, comme je l'ai dit, c'est pour la postérité. Et il ne faudrait pas que les gens tout de suite mettent en avant, comme d'ailleurs même l'a dit le ministre de la Justice, quel que soit vos postes de responsabilité, vous n'êtes pas aussi fort pour défier donc la justice. Il faudrait qu'au-delà des appréhensions que les gens avancent aujourd'hui, qu'on puisse faire prévaloir le fait que même si ce procès-là n'arrivait pas donc
a accusé avec des éléments tangibles, c'est mise en cause là, il faudrait quand même que les gens puissent savoir quelle que soit l'urgence et que si c'est l'argent du contribuable, qu'on puisse mettre en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier qui aurait pu permettre à certains de mettre par devers eux-mêmes l'argent indu ou l'argent de la population. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'il faut donc apprécier. L'essentiel que cela puisse aboutir à avoir, en tout cas, un aboutissement heureux, pour que non seulement, en tout cas, la règle puisse être que voilà de punir, mais la règle également puisse faire en sorte qu'on puisse tirer des meilleures approches pour que demain, on puisse donc utiliser judicieusement l'argent public. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, je reviens à vous, Sana. Le problème de la gestion des fonds Covid n'est pas seulement au Sénégal. Plusieurs pays ont connu des cas comme ça où après il fallait faire le point. On se rend compte que certaines procédures n'ont pas été respectées ou qu'il y a certaines choses qui manquent finalement. Les comptes ne sont pas exacts. Est-ce qu'il ne faut pas quand même apprécier ça de façon un peu plus relative et comprendre que c'est peut-être un problème d'ordre général et que la manière dont la crise a surgi, l'état dans lequel l'on se trouvait autant épidémiologiquement que psychologiquement aurait pu peut-être expliquer certaines choses. Est-ce qu'il faut forcément vouloir voir clair dans cette affaire? Non, c'est-à-dire le devoir, comment on appelle, de reddition des comptes. De reddition des comptes ne veut pas forcément dire acharnement politique. Parce que c'est vrai que l'objectif, à mon sens, l'objectif qu'on vise lorsqu'on va en procès, c'est pour comprendre. Ce n'est pas pour forcément condamner, c'est pour comprendre. C'est très important que la Cour des comptes est pour relever certains dysfonctionnements qui peut aller vers des soupçons d'enrichissement, vers des illicites, vers des soupçons de détournement. Et donc, engager un procès, c'est permettre aux interlocuteurs de s'expliquer, de pouvoir édifier, de pouvoir apporter, n'est-ce pas, des contre-arguments pour justifier la manière dont certaines transactions ont été menées, la manière dont certains prix jugés exorbitants ont été fixés ont été payés. Parce qu'en réalité, je me souviens de l'explication d'un ministre au Togo, il disait en fait, c'est vrai qu'en ce moment-là, le contexte d'urgence qui prévalait faisait qu'en fait, il y avait des articles qui étaient vraiment, et la demande était très forte sur le marché. Donc, à partir du moment où ils arrivaient à trouver sa disponibilité auprès d'un acteur, c'est de la voir très vite, quitte à le payer peut-être en cash, quitte à lui demander de livrer rapidement. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et quand c'est la loi de l'offre et de la demande, quand il y a une forte demande et que l'offre est faible, mais les gens spéculent sur le prix naturellement. Maintenant, il s'agit... Même si on spécule sur le prix, est-ce que quelque part on ne devrait pas avoir des documents justificatifs? Dans la plupart des cas, ce qui manque, c'est les documents justificatifs. Non, en fait... On a dépensé par exemple un montant, mais on se rend compte que quand on comptabilise les factures ou les documents justificatifs de ces dépenses, on se rend compte que c'est le montant moins quelque chose qu'on a retrouvé. Vous savez, lorsque vous rentrez dans les affaires de justificatifs, ça devient très compliqué. Parce que moi, actuellement, je travaille avec une société où, lorsque vous émettez le bon de commande, c'est parti pour plus d'1 mois. Avant que la direction régionale ou bien la direction générale n'approuve. Et donc, vous voyez que lorsqu'on parle de vie humaine, est-ce qu'on va attendre 1 mois pour faire décaisser des sous, alors que dans 3 jours, un homme peut mourir? Et comment on procède? Est-ce que ça justifie que le prix est varié? Non, ce qui justifie que les prix est varié, je l'ai dit tantôt. Par exemple, lorsque vous prenez les masques, à un moment donné, c'était en rupture. Lorsque vous prenez à un moment donné l'alcool, comment on appelle, l'alcool avec laquelle les gens ont se désinfecté, à un moment donné, c'était en rupture, ça n'existait pas. Donc, il fallait aller vite. Et donc, comme je l'ai dit, l'offre est faible, la demande est élevée, mais le vendeur va spéculer sur le prix. Sachant qu'on craignait des situations qui se sont passées en Europe où il y avait une hécatombe. Donc on peut comprendre ce qui s'est passé sur le plan humain, ça c'est ça. Mais s'il y a des éléments probants qui justifient que dans
ce contexte, les gens se sont permis de s'en mettre plein les poches au détriment de l'État, alors il va falloir qu'ils répondent conformément aux tests en vigueur. Je reviendrai à vous tout à l'heure d'ailleurs pour cette affaire procès. Adam Adjronou, le contexte général a fait que dans plusieurs pays on a noté des écarts entre ce qui a été fait et ce qui est présenté comme document final. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, une raison pour justifier une situation atténuante ou je ne sais, non, je pour comprendre ce qui s'est passé parce que ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est ce qui est curieux dans cette affaire. Tout à fait. Vous savez, je pense que les circonstances atténuantes, nous l'avons dit tantôt, en trouvant en tout cas des excuses qui peuvent en réalité expliquer le fait qu'on en arrive là. Mais quelque part, je pense que nous sommes également des humains et ils sont des techniciens aussi bien futés en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Et ceux-là également savent véritablement que en situation ou en temps de crise, c'est des moments propices en réalité pour des détournements également, parce que nous ne voilons pas la face. On sait que ça, de toutes les façons, vous allez l'excuser par le fait que voilà, il y a des crises, il y a des urgences, voilà, donc il y a des cafouillages qui s'introduisent. De toutes les façons, vous pouvez l'expliquer ainsi. Et que la loi puisse véritablement vous donner raison. Mais justement parce que lorsque vous le faites ainsi, puisqu'on vous met, c'est l'argent qu'on met à disposition, le bailleur vient, il met l'argent à disposition, de toute évidence, voilà, il faut véritablement donc gérer, apporter des éléments, apporter des solutions aux gens, que dans le formalisme n'est plus tellement mis en avant. Et ça, ils le savent bien. Donc, c'est ce qui fait que, quelque part, si nous avons trouvé des solutions atténuantes, nous savons véritablement que ces solutions atténuantes, c'est également plus leur source de ce cafouillage-là. Et donc, je pense que sur toute la ligne, c'est pourquoi il est très important que la justice puisse prévaloir, pour justement, comme l'a dit Sana tantôt, en disant que, voilà, ce n'est pas un acharnement politique, mais permettre à ce que les gens puissent s'expliquer sur la question. Et je pense qu'il y aura également des experts qui peuvent poser des questions. Ils peuvent avoir des maladresses en ce qui concerne cette gestion-là, on est d'accord. Mais lorsque les maladresses ont des écarts qui équivaut pratiquement à des milliards, ça questionne. Et je pense que c'est cette question-là qui doit être écoutée pour que demain, on puisse avoir une autre manière de faire. Puisque vous savez, lorsqu'on parle des guerres, on dit que la guerre, c'est le moment de grand enrichissement. Parce que c'est vrai, au-delà du fait que les puissances qui en produisent peuvent vendre, mais également ceux qui vont acheter également peuvent également tirer leur épingle du jeu. Donc, quelque part, c'est tous ces aspects-là que nous pensons que la justice est très importante et intéressante pour que les gens puissent s'exprimer sur la question. Merci beaucoup à vous, Madame Adjronou. Alors, Sana, je disais que j'allais revenir à vous. Le procureur a annoncé qu'ils ont transmis déjà le dossier à l'Assemblée nationale et qu'il revenait à l'Assemblée de décider ou non s'il faut enclencher la procédure des poursuites devant la Haute Cour de justice. Connaissant la configuration actuelle de l'Assemblée nationale au Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas de fortes chances que cette procédure soit enclenchée? Et si oui, est-ce que c'est prévenu pourrait bénéficier d'un procès équitable quand on connaît le contexte sociopolitique actuel du Sénégal, où on sait que le camp Macky Sall, depuis la chute du pouvoir, a des sérieux problèmes. D'abord, même avant la chute du pouvoir, a créé des problèmes à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et que certains pensent qu'ils sont dans une logique de revanche ou de règlement de comptes. Est-ce qu'on pourra espérer que ces 5 ministres puissent bénéficier d'un procès équitable, sans parti pris politiquement parlant? Il ne faut pas se faire des illusions, docteur Guillaume, tout simplement parce que je pense sincèrement qu'il y a eu vraiment un deal entre Ousmane Sonko, le Premier ministre, et l'ancien président du Sénégal pour qu'il puisse paisiblement se rendre au Maroc et y passer un certain moment sans qu'il soit inquiété. Par contre, il y a une certaine pression venant des militants du PASTEF qui veulent vraiment en découdre avec ces anciens dignitaires qui leur ont mené la vie difficile. Et donc je pense aujourd'hui que c'est de manière très claire que cette procédure ira jusqu'à son terme, parce que l'Assemblée nationale sénégalaise étant dominée par les représentants du PASTEF, il n'y a aucun doute sur l'issue de cette procédure-là. Et
Ils vont enclencher donc la procédure selon vous? Tout simplement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Okay. Ils ont la majorité. Aujourd'hui, pour avoir laissé Macky Sall, il y a des remous, il y a beaucoup qui se disent, voilà, on a laissé filer. Et donc, ils doivent aujourd'hui prouver que, voilà, ils ne sont pas dans cette logique. Et donc, il va y avoir, comment on appelle ça, l'intensification de ce genre de procédure sur les anciens dignitaires du régime Macky Sall. Et tant que cela va en justice, tant que les droits des personnes qui sont inquiétées sont respectés, tant qu'il y a en amont le respect de la présomption d'innocence, moi je ne trouve aucun problème. À partir du moment où vous êtes appelé à répondre sur des faits, vous êtes censé avoir des éléments factuels qui justifient votre démarche. Donc tout le monde peut être appelé à venir répondre en justice. L'essentiel, c'est que vos droits soient respectés, c'est qu'on vous suppose être à l'avance un innocent pour que vous puissiez vraiment défendre votre position, défendre les actes que vous avez posés. Alors, pour vous, ils vont bénéficier d'un procès équitable, il n'y aura pas d'interférence politique et que ce sera juste équitable? Non, en réalité, il ne s'agit pas ici des accusations d'attouchement sexuel, caractère sexuel, etc. Il s'agit des faits précis pour lesquels vous êtes appelé à répondre. Écoutez, lorsqu'on vous dit que vous avez détourné, et je dis n'importe quoi, 10 millions, vous en tant que grand commis d'État, vous avez des preuves, vous avez des éléments, des dossiers documentés. On ne sort pas l'argent d'un ministère comme ça. Donc, j'imagine que ces gens se sont préparés à l'avance. Il y a des preuves qui permettent de démontrer la traçabilité des décaissements qui ont été engagés lors de la gestion de la réponse contre la Covid. Traçabilité donc de ces décaissements qui pourrait garantir, selon vous, un procès équitable. Adam, peut-on espérer un procès équitable quand on connaît l'atmosphère politique depuis la chute du pouvoir de Macky Sall et tout ce qui se fait dans son camp, toutes les accusations et tout ce qui a été découvert aussi en matière de gestion des finances publiques? Est-ce que ces ministres pourraient bénéficier d'un procès équitable sans interférence? Parce que certains crient déjà dans l'opinion qu'il s'agit d'une machination politique, qu'on veut leur régler les comptes. Est-ce que c'est le cas ou vous pensez que c'est juste la justice qui va travailler? Non, machination politique, je n'y crois pas, acharnement politique non plus. Justement, parce que je suis de ceux-là qui ont passé, depuis la mise en place de cette politique de rupture exprimée par Sonko et le président Faye, je l'ai dit, mais je pense qu'on ne peut pas globaliser tout. Pour la simple et bonne raison, ici, nous parlons véritablement des factures, nous parlons des éléments tangibles. On peut opposer des éléments qui permettent en réalité d'avoir un procès équitable, que de se cacher sur des acharnements ou des machinations politiques. Je pense que ici, je pense que la question n'est pas une question d'opinion. Ce n'est pas une question d'opinion, comme le disait tantôt Sana, lorsque nous prenons l'attouchement, en tout cas sexuel, etc., ce sont des choses, vous n'avez pas des éléments pour l'apprécier. Voilà. Donc on peut arriver à parler, à dire que voilà, il peut y avoir des acharnements parce qu'on veut votre peau. Mais ici, nous avons des factures. On dit vous avez fait des dépassements, vous avez en tout cas fait des achats et que le constat sur le terrain prouve que les achats n'ont pas été ce que vous avez dû donc décaisser. Donc, sur ces éléments-là, je pense que chacun peut apporter des éléments tangibles pour réellement prouver sa culpabilité ou son innocence. Donc, moi, je suis certain qu'il y aura un procès équitable. Il y a, comme c'est des faits palpables, même les interférations politiques ne pourront rien échanger. Non, pas du tout. On ne peut rien échanger parce que de toutes les façons, c'est opposer des choses tangibles l'un contre l'autre. Merci beaucoup. À vous tous, ça, je ne sais pas si vous l'avez... Non, tout a été dit. Donc, on va attendre résolument ce qui va sortir de cette procédure-là et les arguments que le ministère public va développer ainsi que les contre-arguments des prévenus. Merci beaucoup. À vous tous, je rappelle que le nom de ces 5 ministres n'est pas encore dévoilé. Et donc, on attend la suite de cette procédure. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. Ce sera pour le journal. Puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.